Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du chapitre numéro 84 du manga Dragon Ball Super. On va profiter du temps qui nous sépare du chapitre numéro 85 du 20 juin 2022 à 17h pour être très précis pour en discuter de ce chapitre 84, celui donc qui vient tout juste de sortir mettant à l'honneur, on l'a bien vu, Goku et Vegeta dans leur toute dernière forme. Alors une fois de plus, j'ai vu passer tout un tas de polémiques absolument inutiles, mais comme je vous l'avais dit dans une précédente review, lorsque tel est le cas, lorsque ça gesticule un petit peu trop pour rien à droite et à gauche, eh bien je n'en fais plus des thèmes principaux, ni même plus des thèmes tout simplement de mes reviews pour me focaliser sur ce que j'ai dans mon propre esprit, vous le partager et pouvoir échanger autour ensuite, notamment via la zone commentaire ci-dessous. Surtout qu'à ce niveau-là, ce n'est même plus de la mauvaise foi, là ça revient à se servir de ces 42 tomes originaux Dragon Ball et des 84 chapitres du manga DBS comme de papier toilette, donc bon, je vais pas surenchérir là-dessus. Le chapitre numéro 84 a pour titre La fierté du peuple guerrier. Mais attention car sur Manga Plus, sur Viz, donc sur les plateformes officielles dont le lien est en description, il est nommé La fierté du peuple. Et je vous avais dit que cette traduction-là, sans le terme guerrier, ou guerrière plutôt vu que race est féminin, eh bien, c'était la traduction qui collait le plus littéralement, mais que sur le site officiel de Dragon Ball, ils avaient ajouté le terme de guerrier. Bon, ça ne change pas grand-chose, on comprend que c'est à la fois la race guerrière Saiyan dont il est question, mais aussi la fierté de tous les peuples, comme Monaito peut le souligner dans le chapitre. Un chapitre dans lequel Granola, le personnage de Granola, c'est quand même son arc, est totalement mis de côté. Il y a quand même quelques cases qui nous montrent le fait que de loin il est en train d'essayer de se rétablir comme il le peut, mais ça ne sera pas son moment ici de briller, et sûrement, et j'ose espérer que ça le sera plus tard. Non pas grâce à un vœu auprès de Torombo, je sais pas quoi, mais plutôt par sa propre fierté, par sa propre évolution, et divers déclics, aussi bien physiques mais surtout psychologiques qu'il pourrait avoir. En tout cas, pour le moment, c'est la grande place aux Saiyan, à Goku, à Vegeta, mais aussi à Bardock, à Guinée, un petit peu à Raditz. Lick, le Saiyan, apparaîtra aussi brièvement, ainsi que celle qui travaille à la boucherie avec Guinée, donc bon, il y a pas mal de monde que l'on a aperçu dans Dragon Ball Super Broly et d'autres itérations de DB, tout ça pour nous montrer que Son Goku se remémore d'à peu près tous les événements liés à ses parents et à l'envoi sur la planète Terre, et désormais on peut comprendre que c'est plutôt lié au vœu. On y voit le retour de Bardock sur la planète Vegeta, on voit qu'il s'attache un petit peu plus à son propre fils, en particulier Kakaroto donc, c'était d'ailleurs Bardock qui lui avait trouvé son prénom. On voit que du temps a passé, Bardock repart en mission, probablement la mission qui ouvre sur Dragon Ball Minus qui malheureusement n'a pas été montrée dans le film DBS Broly, et ensuite une fois de retour de cette mission-là, il entendra de l'enquête que mène Freezer sur la planète Vegeta concernant le Super Saiyan, et s'empressera à l'aide de Guinée d'expédier son fils sur une planète plutôt sereine. Juste après cela, Bardock trouvera la mort étant donné que, conformément au vœu, il ne sera plus nécessaire à la survie de son propre fils, la nature reprendra ses droits et, dans ce cas précis, la mort. D'ailleurs, de manière assez insolite, on peut se demander comment Torombo se serait débrouillé si Bardock avait préservé son fils sur la planète Vegeta. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu trouver un moyen pour que Freezer ne puisse pas parvenir à détruire la planète. Ou alors que quelqu'un d'autre se charge de les expédier, toute la famille peut-être ensemble ailleurs, mais bon ça paraît un petit peu gros, mais je pense que ça aurait mis des bâtons dans les roues au plan de Freezer, qui aurait peut-être été appelé en urgence, peut-être Beerus qui se serait présenté pour lui dire d'arrêter, qu'il le fera lui-même plus tard, je n'en sais rien. Car si Son Goku mourait, le vœu exprimé auprès de Torombo de faire en sorte qu'il grandisse bien, n'aurait pas pu prendre forme et n'aurait pas été tenu. C'est ensuite que Son Goku ne va pas avoir l'énormissime déclic, transformation ou je ne sais quoi, et j'avais déjà pressenti cela dans de précédentes vidéos. Je pensais que ça serait plutôt une évolution telle qu'elle est présentée ici, sans que ça fasse non plus trop le grand spectacle. Je pense que l'évolution va arriver, mais pas là dans l'immédiateté du 84, et on voit que c'est bien le cas. Goku va clamer haut et fort qu'il comprend désormais la fierté Saiyan, et plutôt qu'il va se remémorer de ce dont il est question, et ça c'est extrêmement cohérent à Dragon Ball. Depuis les origines de Dragon Ball, l'œuvre originelle de Toriyama, jusqu'à la transition avec DBS, si l'on reprend par exemple le combat de Son Goku, enfant, petit, face à Piccolo Daimao, il avait une manière, une fierté et une volonté d'obtenir la victoire qui était beaucoup plus proche de celle de Bardock contre Gas que la manière dont se bat Goku par exemple dans l'arc Buu, en laissant la place aux autres, etc., ou que Son Goku dans Dragon Ball Super. Je dirais même que après l'acquisition du Super Saiyan, cette fierté, cette propre confiance en ses pouvoirs perso de Son Goku a commencé à décroître ou à être mis de côté, avec la mise en avant volontaire de Gohan, de Goten et de Trunks, de ne plus réellement faire valoir son propre pouvoir jusqu'au bout. Goku a clairement écourté son combat face à Cell, il n'était pas aux portes de la mort, on sait que Bardock lui sera allé jusqu'au bout. Idem avec Goku Super Saiyan 3 face à Buu. Et de manière très récente, je vais reprendre un exemple déjà cité, le combat face à Gas dans lequel Goku s'est mis à se
se téléporter de planète en planète à faire une stratégie pour ne pas avoir à affronter frontalement son adversaire. Alors, vous aurez totalement le droit de me dire, mais il savait qu'il était perdu face aux adversaires que tu viens de citer. Alors déjà, face à Boo, c'est pas sûr, car Goku prétendait pouvoir le vaincre, mais sinon c'est vrai, pour les autres, pour Cell, pour Gas et j'en passe, mais c'était exactement le même cas pour Bardock. Il se savait perdu face à Gas, mais se battait jusqu'au bout pour sa victoire. C'était donc la leçon à en tirer, une leçon que Whis a répétée à de nombreuses reprises à Son Goku. Dans l'arc Moro, dans l'arc Granola, il n'arrête pas de lui dire de tenter, de faire en sorte d'utiliser l'Ultra Instinct à sa propre sauce, et non pas en imitant un ange, car en imitant les capacités des anges, Goku met de côté ses propres pouvoirs, sa propre manière de combattre, et d'une certaine manière, il ravale sa fierté pour se faire écraser par la méthode des anges. Et ce n'est pas ce qui lui convient étant donné qu'il n'en est pas un. Et d'ailleurs, quand je dis que cette fierté de Goku commence à décroître depuis le Super Saiyan, je suis bien gentil avec l'œuvre. Parce que si vous reprenez la toute première apparition de Raditz, ça remonte à des dizaines et des dizaines d'années en arrière. L'un des premiers mots, l'une des premières phrases de Raditz lorsqu'il parcourra la Terre à la recherche de son frère, sera de se demander s'il a perdu sa fierté Saiyan. Et c'est une phrase qu'il répétera à la suite lorsqu'il lui fera face. Je sais qu'on a du mal à gober ça parce qu'on voit toujours un Goku très combatif et je ne dis pas du tout le contraire. Il a une détermination, il a une abnégation au combat, elle est indéniable, elle n'a jamais décru. Mais c'est plutôt la confiance qu'il met en certains moyens ou en d'autres pour parvenir à cette victoire qui a changé. Sa fierté et ce qu'il est originellement en tant que Kakaroto est mis de plus en plus sous le tapis. Pas totalement, pas du tout, mais quand même. À force d'ajouter des éléments en plus de ses entraînements de Mr. Popo, de Yardra, de Whis et j'en passe, il commence à y avoir comme une forme d'étouffement. Ce qui du coup va pouvoir permettre de concilier avec les apports de Whis et d'envisager et même d'obtenir une forme totalement maîtrisée, je l'espère, de l'Ultra Instinct. C'est clairement l'objectif souhaité par Whis et même par Son Goku. Une fois que cette osmose sera faite, une fois que Son Goku pourra être aussi bien Kakaroto, Son Goku, donc sa part terrienne en quelque sorte, et qu'il pourra être aussi ce qu'il a acquis notamment dernièrement avec les anges, car il ne faut pas oublier Merus dans l'addition bien sûr, au moment où ces trois grosses composantes de ce qu'est Son Goku seront plutôt à parts égales et qu'il pourra avoir confiance et être fier de chacune des trois de la même manière et les assimiler ensemble, son Ultra Instinct devrait être parfait. De son côté, pour Vegeta, ce rafraîchissement de mémoire était le bienvenu et correspond au précepte de Beerus. Beerus qui lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas continuer de s'entêter avec ses péchés et notamment les péchés Saiyan. C'est d'ailleurs un thème qui avait été fortement relancé durant l'arc Moro. Je pense que vous vous rappelez tous de la phase plutôt de rédemption de Vegeta par rapport à ses péchés, notamment lorsqu'il est venu sauver de manière assez magistrale un Namek. Et je ne vous ferai tout de même pas l'affront de vous rappeler le génocide Namek auquel a amplement participé Vegeta à l'époque. Et Beerus n'a cessé de lui parler de ses péchés en lui disant qu'il ne fallait pas s'appuyer sur ça et que l'art de la destruction ne résidait pas en cela. Et qu'avant la création venait la destruction, vous en rappelez aussi. À la fin de son combat face à Granola, Vegeta s'était clairement bien battu en Ultra Ego, mais il avait baissé les bras, il acceptait son sort en faisant comprendre qu'il emporterait avec lui les péchés Saiyan et que de toute façon il n'était pas prêt pour maîtriser totalement l'Ultra Ego. Donc lui aussi il lui manquait au moins une étape d'évolution. Cette étape, il va l'avoir grâce aux propos et en tout cas au vécu de Bardock qui vient de ressurgir. Étant donné que là, il va pouvoir faire corroborer cela avec les préceptes de Beerus, les mixer ensemble et faire en sorte que son Ultra Ego s'appuie, comme son nom l'indique, sur son ego, sur sa fierté. D'ailleurs, petite dédicace à ceux qui étaient sur mes précédentes vidéos. Quand je dis précédentes, c'est pas tout frais, ça date quand même il y a plusieurs mois ou années. Quand je vous parlais des évolutions de Son Goku et de Vegeta et que je vous disais que même s'ils prennent des chemins différents, à l'époque on ne savait même pas pour l'Ultra Ego, ils finiraient peut-être par atterrir sur un pouvoir assez similaire ou avec des fondements similaires. Je vous avais assez pris la tête avec la fameuse expression « tous les chemins mènent à Rome ». Vous voyez que, au final, les deux pouvoirs de Son Goku et Vegeta, qui sont pourtant aux antipodes les uns des autres, sont motivés pour le moment, à l'instant T, fin du mois de mai 2022, on verra ce qu'il en sera par la suite, mais ils sont motivés par une même source assez jaillissante grâce à Bardock et tout l'héritage Saiyan qui leur parvient. D'ailleurs, un abonné dont j'ai complètement oublié le pseudo, j'espère qu'il pourra me le pardonner, m'a fait une remarque très intéressante en me disant qu'il aurait été quand même assez captivant de voir aussi le roi Vegeta mêlé à ce scénario-là. Peut-être pas qu'il serait venu sauver Bardock, mais bon, quelque chose qui viendrait le lier au récit, des enregistrements également du roi Vegeta qui aurait pu ressurgir,
pour que chacun des deux soit motivé par son propre paternel. D'ailleurs, Vegeta le dit, ça lui en coûte que ce relent de fierté provienne du père de Son Goku et non pas peut-être de sa propre lignée ou de lui-même. Alors, Monaito va tirer quelques conclusions de cela en disant que la fierté d'un peuple, ce n'est pas le fait de s'apitoyer ou de tenter de clarifier la situation vis-à-vis de ses péchés passés, ce n'est pas non plus le fait de prendre une certaine forme de revanche, c'est plutôt d'accepter sa propre nature et de rester propre à ses convictions et que cela serait partagé par toutes les tribus, donc sous-entendu de l'univers. J'aurais aimé qu'il en dise plus sur celle des Namek. On a quand même eu Muri, le doyen des Namek dans ce même arc, qui nous parlait de l'origine des Namek, qui ne sont ni de l'univers 6 et encore moins du 7, et qui sont d'un tout autre royaume. Ça aurait pu faire du lien avec leur fierté, qui ils sont, leur vraie nature. J'aurais bien aimé le savoir ici et maintenant, mais bon. Vient ensuite le moment de changer les vêtements de Goku et Vegeta. Alors déjà, le moment n'était pas forcément bienvenu parce que je pense qu'il fallait quand même les soigner en priorité. Mais soit, faisons avec. Bon, là quand même, je vous le cache pas, c'est à la fois un point de satisfaction de les voir ainsi vêtus, Goku et Vegeta. Je pense que ça fait plaisir aux yeux de tout le monde. Mais mis à part flatter le globe oculaire, j'ai envie de dire que cet aspect-là n'a pas été traité. C'était leur donner une armure juste pour leur donner et flatter le fanservice de chacun. À vrai dire, moi je suis plutôt favorable au fanservice, mais quand il est bien fait, quand il n'est pas là à outrance, et quand il est maîtrisé, et quand on va jusqu'au bout des idées. Sauf que là, ce n'est pas une idée qui a été abusée et dont on répète à chaque fois du mécanisme, donc c'est cool de l'avoir ici, bien attribué à Son Goku et Vegeta, mais par contre, on ne va absolument pas au bout des choses. D'ailleurs, à peine démarré, que l'on revient en arrière, je n'ai pas compris. C'était le moment de garder ces deux personnages-là avec ces armures Saiyan pour en quelque sorte accepter leur fierté et qui plus est, cerise sur l'énormissime gâteau du fanservice, pouvoir coupler ces deux personnages-là à leur toute dernière transformation. Les voir en armure, en ultra instinct et ultra ego, c'est quand même quelque chose. Regardez ce fan art, cette colorisation de fan qui démontre ce que cela aurait pu être, pourquoi pas en animation, c'est quand même assez exceptionnel, c'est marquant. Et derrière, ça peut servir le propos. Sauf que là, non. Juste après, les deux personnages refusent leurs vêtements, et au final, ni vu ni connu, ça disparaît, on reprend les vêtements habituels, avec une exception pour Vegeta qui reprend des vêtements très similaires à ceux qu'il aura dans le film Dragon Ball Super Super Hero, et relativement comparables à ceux qu'il a dans l'arc Boo. Principalement, il perd alors son plastron. Alors par contre, vous savez que j'aime bien nourrir mes propos de nuances et d'un minimum de prise de recul, je pense qu'il faut pas non plus trop s'emballer. Quand Vegeta et Goku disent qu'ils ne sont pas réellement à l'aise avec, et surtout Vegeta nous disant qu'il n'est pas à l'aise avec le haut de ses vêtements, ça fait quand même du sens, malgré tout ce que je viens de dire. Il suffit de regarder l'évolution vestimentaire de Vegeta du début à la fin de l'œuvre. Il était au départ complètement vêtu comme un Saiyan, et au fil des arcs, il commence à enlever certains éléments, comme s'il voulait se délester de l'héritage malfaisant des Saiyans, mais tout de même joindre l'utile à l'agréable et garder les atouts de ces vêtements-là et de la technologie qui les accompagne qui, selon les dires de Vegeta, est extrêmement pratique en combat. Et là où il y avait plutôt un problème, même si ça ne reste aussi là que du détail, c'était lorsque Dragon Ball Super est revenu. Dragon Ball Super se situe après la fin de l'arc Boo et avant le 28e tournoi des arts martiaux. Revoir Vegeta avec un plastron Saiyan typique, on va dire de l'arc Cell Cyborg pour faire simple, alors qu'il l'avait entre guillemets jeté à la poubelle à l'arc Boo. L'arc avant Dragon Ball Super, c'était un petit peu comme du rétro-pédalage du personnage. Donc j'aurais préféré que la lumière collective soit mise sur ce sujet que je viens de mettre en avant, plutôt que sur cette petite phrase, plutôt cohérente en fait, qu'il lance dans le chapitre auprès de Monaito. Bref, passons à la suite. La suite est plutôt axée sur le combat. Gas fait quelque chose d'assez exceptionnel quand même, disons-le. Il se déplace au travers de l'univers. Le seul combattant mortel que l'on ait vu faire cela dans le manga Dragon Ball Super, c'était quand même Jiren, ça en dit long, mais cette transition entre le passé des Saiyans et l'arrivée de Gas me permet de mettre en avant deux défauts selon moi de cette fin d'arc. On a tous remarqué que ça traîne en longueur, etc., mais je vais pas répéter ce qui a déjà été dit, voire redit déjà. Mais là, de manière très actuelle, ce qui me dérange, c'est le vœu qui a été formulé. Je ne le trouve pas mauvais, je ne le trouve pas incohérent, mais je le trouve gênant. Gênant dans le sens où je pense que le vœu formulé par Bardock, on pouvait s'en passer. Pour moi, il ne remet rien en cause de Dragon Ball, et d'ailleurs il vient combler même certaines failles de l'œuvre lorsque Goku enfant, était infiniment plus faible que son adversaire et a fini par survivre. Avant on pensait que c'était dû à la magie du héros à survivre lorsqu'une Dragon Ball venait le sauver ou je sais pas quoi, maintenant on comprend que son sort a été préservé grâce à une certaine machinerie dragonesque, si je peux le dire ainsi. Donc
À la fois ce vœu vient résoudre certaines interrogations pour les lecteurs de la première heure de Dragon Ball quand Goku était enfant, mais en même temps c'est un petit goût de gâchis dans le sens où, bon ok, Goku a eu des défaites, Goku a eu des victoires, le dragon n'a pas influé sur ses victoires et défaites, mais il a quand même fait en sorte que Goku ne goûte pas à la mort avant d'atteindre l'âge adulte, étant donné que le vœu de Bardock était de demander à ce qu'il grandisse bien. Après il y a quelques paramètres aussi à prendre en compte, comme notamment le fait que Bardock ne savait pas qu'il s'adressait réellement à un dragon exauceur de vœux. Il le dit lui-même, il pense que Monaito est un petit peu un vieux sénile qui va s'adresser à une étoile filante. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire que ça dédouane quand même la démarche de Bardock, parce que s'il était empli de fierté, il aurait laissé son fils se démerder et il n'aurait pas fait un vœu pour l'épargner. Mais dans le contexte où il ne savait pas à quoi il avait affaire, à quel type d'entité, ça peut effectivement passer. Mais je pense tout de même que ce vœu était amplement dispensable, voire que l'on pouvait le moduler. Je pense qu'on pouvait avoir quelque chose de plus subtil que le vœu qui a été formulé. Par exemple, avec un Bardock, pour rester dans le thème, qui aurait souhaité que sa fierté et la fierté Saiyan perdurent et prospèrent au sein de sa famille. En ayant un vœu de cette sorte-là, on aurait compris à quel point la fierté Saiyan est importante, on aurait compris pourquoi elle est à même de ressurgir sur les nouvelles générations telles que Goku, Vegeta et leurs enfants, et on aurait pu se dire, de manière très détournée, sans forcément pouvoir l'affirmer, que pour que cette fierté perdure au sein de sa famille, il fallait qu'il reste quand même des personnes en vie. Et donc, d'une manière un peu plus symbolique en fait que concrète, on aurait pu se dire que si Goku a perduré, c'est aussi pour que la fierté Saiyan perdure avec lui. Je pense qu'on aurait pu réfléchir un petit peu plus, je pense que les mots auraient pu être un petit peu plus mâchés pour avoir quelque chose de plus satisfaisant, quitte à balancer ce genre de vœux. Vous me direz bien sûr ce que vous en pensez en zone commentaire, je n'ai aucunement la prétention d'avoir la vérité absolue à ce sujet ni sur un autre, mais ça me semble un petit peu plus appréciable tel que je viens de le décrire. Autre aspect que je n'ai pas apprécié dans ce combat-là, en tout cas dans cette fin d'arc et ce chapitre-là, et ça continue de l'être ici, ça concerne Gas, c'est le fait qu'on nous le présente comme le guerrier actuellement le plus puissant de l'univers. Il y a quand même un bémol avec le poisson oracle, qui ne l'a pas tellement reconnu en tant que tel, qui a dit mais qui est ce gars-là? Donc on peut penser qu'il y aura une autre menace dans cet arc-là ou le suivant, qui serait le film Dragon Ball Super Super Héros, pourquoi pas, qui va venir correspondre aux propos du poisson, mais pour le moment on discute de ce que l'on a entre les mains, on a ce bon vieux Gas, et Gas, j'ai envie de dire que par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses pouvoirs, et ce chapitre-là a prouvé à tout le monde qu'il ne rigole pas, faire face à deux Saiyans Ultra Ego Ultra Instinct, c'est quelque chose d'incroyable. Traverser l'espace à une telle vitesse en volant, sans aucun équipement pour respirer, c'est juste surhumain. Malgré tout, ça manque de mise en valeur, de prestance. Il manque quelque chose à ce Gas-là. On n'arrive pas à y croire malgré tous ses exploits, et c'est dommage. Il n'a pas en tout cas cette aura que beaucoup d'ennemis, voire d'adversaires de Dragon Ball ont eu, y compris dans Dragon Ball Super. La menace Zamasu, en tout cas Gatai Zamasu et Goku Black, on la ressentait, on sentait que le mec était sérieux. Pourtant, il est infiniment plus faible que Gas. Ce manque d'iconisation du méchant est dommageable, mais reste quand même en suspens si celui qui correspond à la définition du poisson oracle venait à s'amener. Mais il se pourrait que ce personnage-là soit aussi du côté des alliés. Le poisson oracle n'a absolument pas précisé que cet être-là qui bouleverserait les puissances de l'univers serait du côté ennemi. Et ça serait d'ailleurs plus intéressant pour l'écriture de l'œuvre. Je ne pense pas que Dragon Ball Super partira là-dedans, mais avoir un Goku, un Vegeta ou je ne sais qui a un niveau de puissance tel que l'univers est mis en danger juste de par sa présence, contre sa volonté. Bien sûr, Goku et Vegeta ne veulent pas lui faire du mal à cet univers, mais juste le fait d'exister avec un tel niveau lui causerait du mal à l'univers, remettrait en cause l'ordre des puissances divines. Ça, c'est un vrai sujet à dépeindre dans Dragon Ball. C'est un sujet en tout cas qui m'intéresserait, même nettement plus que d'avoir un Gas qui prendrait ce rôle-là, de perturbateur de l'ordre des puissances. On verra bien vers où tout cela nous mènera. Pour le moment, il y a un manque manifeste d'iconisation du personnage de Gas, mais cette même iconisation, on l'a du côté de Goku et de Vegeta. Dès la sortie déjà de la maison Namek. Alors c'est vrai que c'est un petit goût de réchauffé, parce que ce genre de mise en scène, on l'a eu sur la nouvelle planète Namek avec ce même type de maison face à Moro. Mais bon, ça fait toujours son petit effet, on sent que Goku et Vegeta sont déterminés. Les perspectives visuellement choisies par Toyotarou sont très sympas, très maîtrisées. Ça reprend certains plans que Toriyama pouvait faire, mais ça change un petit peu les degrés, les plans de vue, etc. Donc il y a quand même une forme d'appropriation du style de Toriyama qui est appréciable. Visuellement, à partir de là, surtout cette partie combat face à Gas, au sein du chapitre, il n'y a pas grand chose à déplorer. Ça restera toujours de l'ordre du découpage des cases, mais visuellement, techniquement, je trouve que Toyotarou s'en sort vraiment très haut la main ici, et encore plus dans les phases d'Ultra Ego et d'Ultra Instinct, qui permettent justement de fournir à Goku et à Vegeta ce que Gas n'a pas.
cette fameuse iconisation. Et même Goku et Vegeta précédemment ne l'avaient que très peu. On l'a eu un petit peu lors de Goku Ultra Instinct face à Moro, un petit peu avec l'Ultra Ego de Vegeta face à Granola, un tout petit peu avec l'Ultra Instinct de Goku face au clone de Granola, mais à chaque fois c'est assez bref. Ici quand même, on en a eu pour notre pesant d'or, dès la sortie de la maison Namek de Monaito de Goku et Vegeta, avec les plans choisis, avec les phrases choisies, avec la mise en scène qui est en place, on ne rigole absolument pas jusqu'à la transformation avec une pleine page Ultra Ego, Ultra Instinct combiné, l'union des forces de Goku et de Vegeta, l'union tout simplement de leur fierté, de leur pouvoir. Cette pleine page vraiment est magistrale. Et je pense que s'il y avait un animé qui reprenait ce type de mise en scène, ça ne pourrait être que des plus sublimes. Et la mise en scène qui en suit est aussi excellente. On va reprendre ce faisceau d'énergie qui entourait Son Goku face à Moro, sauf que en son centre, cette fois-ci, on a le duo Goku-Vegeta, un en Ultra Ego, l'autre en Ultra Instinct. Les deux auras forment cette espèce de jet de torrent. Leurs énergies, qui ont l'air pourtant si différentes sur le papier, arrivent à s'associer face à une menace commune. Ça jaillit jusqu'à dans le ciel, peut-être même que c'est visible depuis l'espace, ça aurait été intéressant de voir cela. Même le plus puissant de l'univers commence un petit peu à être interloqué et choqué par ce qui se passe, et j'ai envie de dire que à la place de Gas, même en ayant eu un vœu qui nous conforte dans notre place de guerrier le plus puissant de l'univers, ça pourrait faire frémir un petit peu des gens de voir un tel duo se présenter face à soi, avec une telle hargne et fierté d'obtenir sa victoire sur le combat. Combat qui se lance et qui dans sa quasi-intégralité sera clairement à l'avantage de Gas. Malgré l'Ultra Instinct, malgré l'Ultra Ego, les deux en même temps, il peut y résister, il peut les surpasser. Sauf que là, il y a quand même beaucoup de choses qui changent par rapport au combat face à Granola. Déjà, ils sont les deux ensemble, ils ont tous les deux récupéré. Alors je me permets de vous préciser que d'après l'arc Zamasu en manga, Goku et Vegeta ne subissent plus de Zenkai Boost, donc d'un boost de puissance après avoir frôlé la mort. J'avais une petite vidéo dédiée à ça d'ailleurs, si vous voulez, elle est en description, je vous mettrai le lien. Mais ce qui change aussi, c'est la volonté des deux personnages. Cette fameuse fierté qu'ils vont mettre pleinement au cœur du combat, celle que Gas déplorait lorsqu'il se battait face à Goku. Cette fois-ci, il va la retrouver en face de lui et ça va changer complètement la donne. Également, on a le niveau de maîtrise de leurs deux formes, Goku et Vegeta qui devraient de plus en plus parfaire leur méthode de combat. Et on a le côté très évolutif de Vegeta dont on va se reparler une fois que l'on atteindra la fin de ce chapitre. Donc ça peut changer vraiment beaucoup de choses, mais pour le moment, Gas est en train de se promener. Et se promener face à ces deux personnages-là, ça en dit très long. Je sais que ce que je vais dire fait mal à certains, et ça me fait mal aussi à cause du manque d'iconisation, mais ce que fait Gas là est au-delà de ce que Jiren a fait au tournoi du pouvoir. Ce que fait Gas ici est au-delà de ce que Broly a fait dans le film Dragon Ball Super Broly. Alors je n'ai aucune idée de ce que donnerait ce Gas face à Gogeta et Seiji Blue. C'est une question qui, je pense, englobe beaucoup trop de paramètres pour pouvoir y répondre sereinement. Mais en tout cas, la prestation me semble bien plus au-delà que ce que tous les adversaires de Goku et Vegeta ont pu proposer jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, les deux sont parfaitement dans leurs chaussures, Goku et Vegeta, un plutôt dans le déplacement, dans la réflexion, la maîtrise de son combat, la maîtrise de ses propres mouvements, la maîtrise de son corps, l'osmose avec son propre esprit, et un côté, il faut le dire, un petit peu plus défensif, à savoir Son Goku. Et de l'autre côté, on en a un qui se la joue barbare, qui fonce dans le tas tête baissée, et qui encaisse un maximum de coups. C'est le propre de l'Ultra Ego, c'est donc le propre désormais de Vegeta. C'est d'ailleurs un petit peu dommage, je pense que vous l'avez remarqué aussi, car dans le manga, la version Ultra Ego de Vegeta rend mieux que l'Ultra Instinct, étant donné qu'il a ces espèces de petites flammes de Hakai presque électriques qui l'entourent, qui lui apporte un petit style, tandis que Goku n'a aucune forme de particules ou quoi que ce soit comme c'est souvent le cas dans l'anime. Il est juste comme une sorte de forme de base, un petit peu SSJ mixé en termes de forme de cheveux avec bien sûr le côté blanchâtre, mais il n'y a pas d'aura, il n'y a pas de signe distinctif outre que cela. C'est un petit peu dommage, ça aurait permis de démarquer les deux, d'avoir une certaine prestance encore une fois. Ça relève du détail, mais je voulais le souligner. Le combat est extrêmement rude, on ne peut pas s'empêcher de repenser à ce type de combat-là lorsque Goku et Vegeta, face à Jiren, face à Broly, dans Super Dragon Ball Heroes, on a eu ce type d'association-là, mais aussi leur première association de Dragon Ball Super et qui était pour marquer la fin de DBZ avec le film Fukatsu no F, lorsque Whis faisait état du fait que si Goku et Vegeta s'associaient, ils pourraient potentiellement devenir une menace pour Beerus. Et là, les deux sont plus que parfaitement associés, en accord avec leur fierté et héritage Saiyan, et en utilisation de pouvoirs supradivins de type Wagamama et Migate no Gokui. C'est quand même assez balèze, il faut se rendre compte de ce que fait ce fameux Gas ici, et on sent que lorsque les deux s'associent, ils sont millimétrés, ça peut mettre Gas un petit peu à mal, ça peut le surprendre, et ça peut d'une certaine manière le déstabiliser. Sauf que le petit Gas, devenu grand, en a encore beaucoup sous le pied.
Ces deux opposants Saiyan n'en démordent pas non plus avec le retour du Kamehameha mêlé au canon Garrick, mais on se rendra compte que celui qui a beaucoup de cartes dans sa manche, c'est quand même Gas, qui avait une fois de plus mis de côté sa technique, celle de création des armes. Ça lui permet tout d'un coup en matière de combat de pouvoir déstabiliser les deux qui sont plutôt au corps à corps, hormis leur vague de ki, de changer les distances de combat, de remanier tous les équilibrages en manière de défense et de les empêcher d'attaquer, étant donné que la portée et la vitesse de mouvement de ces armes vient remanier tout le jeu. D'ailleurs, on verra sur le visage de Son Goku que celui-ci devient inquiet de la tournure de la situation. Peu importe ce que seront les conséquences, ils vont se battre tel Bardock jusqu'au bout. Et cela peut être destructeur, si vous me permettez le jeu de mots, grâce à une boule de Hakai de la part de Vegeta. Il dira clairement que c'est un pouvoir, une technique du dieu de la destruction qui est capable d'éradiquer tout ce que cela touche. Pour moi, c'est pleinement la définition du Hakai. Je sais qu'il y a un doute sur ce que sont les techniques de Vegeta lorsqu'il fait cette espèce de boule d'énergie qu'il a déjà employée face à Granola. À mon sens, il n'est pas nécessaire de crier Hakai à tout bout de champ comme le faisait Toppo dans l'anime du tournoi du pouvoir, ça en devenait presque ridicule, pour que la technique soit emplie d'énergie de la destruction. Pour moi, c'est clairement le cas ici, et d'ailleurs, il va se permettre de défier Gas en lui disant que s'il veut lui prouver du fait qu'il est le plus puissant de l'univers, il n'a qu'à arrêter cette technique presque à main nue. Gas n'est pas dupe, déjà ça en dit long peut-être sur ses limites, car il ne va pas tenter de l'arrêter en main nue, il va tout faire pour ne pas entrer en contact avec. Tout d'abord avec ses armes, un bouclier, mais ça ne sera pas suffisant, puis ensuite avec une sorte de Ki-Ai. On est à la limite de la télékinésie, j'ai envie de dire ici, mais en tout cas, on verra bien une démarcation. Gas ne touchera pas cette vague d'énergie comme si elle pouvait représenter un moindre danger s'il y avait contact. Alors avant cela, faisons un point linguistique, car lors de mon résumé, je vous avais dit qu'il y avait un petit sujet à discussion, étant donné que lorsque l'on a les fameux leaks, les résumés de la part de tel ou tel informateur, on a également les traducteurs de notre communauté qui posent leurs yeux dessus, et l'un d'entre eux, à savoir DBS Chronicles, nous avait parlé du fait que peut-être il n'était pas sur lui-même parce que c'était assez difficile à traduire en japonais selon ses dires, peut-être que Elec, le grand frère de Gas, affirmait le fait que son petit frère, donc Gas, n'était pas de cet univers-là, n'était pas de l'univers 7. Alors mes très chers devins, vous pouvez tirer un voire même deux gros traits là-dessus, ce n'est absolument pas le cas. DBS Chronicles est venu même s'excuser de cela sur sa page Twitter, il a retiré son tweet. Elec emploie bien le terme d'univers, mais il dit simplement ce que l'on avait déjà compris, à savoir que Granola avait déjà formulé le vœu d'être le plus puissant de l'univers, qu'il avait vaincu Goku et Vegeta, et étant donné que Gas est le nouveau plus puissant de l'univers, il surclasse Granola qui lui-même surclassait Goku et Vegeta. C'est tout, ni plus ni moins. Donc comme ça, et vous avez vu que j'avais pris pas mal de pincettes, je vous avais dit que je voulais pas faire trop de théorie ou quoi là-dessus, parce que bon, ça me semblait assez bancal au niveau traduction, et j'attendais quelque chose d'assez solide. On a bien fait de pas perdre de temps dessus, et il y en a deux qui ne perdent pas de temps, ce sont Goku et Vegeta. Il y en a un troisième qui les rejoint dans cette hâte, c'est Gas. Gas qui est en train de repousser la technique de Hakai, qui est propulsée à la fois par le fils du roi Vegeta et par le fils de Bardock, mais ça ne suffit pas. Tout ultra instinct et ultra ego qu'il soit, ça ne suffit pas face à Gas. Au premier abord, la réaction de Vegeta va paraître lâche, mais elle est plutôt intelligente. Il va laisser Goku faire face tout seul à la boule de Hakai. Alors je me questionne parce que Goku est manifestement en train de la toucher. Est-ce que Vegeta a eu le luxe de choisir qui elle pourrait détruire, anéantir ou pas? Est-ce que c'est un oubli Toyotaru? D'ailleurs en parlant d'oubli, Toyotaru a fait un tweet pour s'excuser du fait qu'il avait oublié la boucle d'oreille de Vegeta, la fameuse boucle d'oreille du Hakaishin, et elle va réapparaître que vers la fin du chapitre. Ce sera bien sûr quelque chose de corrigé pour la version tome définitive, finale de ce chapitre-là, et qui est arrivé aussi dans le passé à tous les plus grands mangaka connus. D'ailleurs, ces fameux scans entre guillemets que vous avez, ce fameux magazine V-Jump est appelé de la pré-publication pour avoir la publication finale en tome qui celle-ci est vue, revue et corrigée. En tout cas, revenons sur cette action de Vegeta, il va se désolidariser de Goku sur l'action de pousser de la boule de Hakai, il a senti l'odeur du roussi et va s'attaquer directement à Gas. C'est une peine perdue, il se prend énormément de coups, qui me rappelle énormément Vegeta face à Kid Buu, si vous me permettez le terme, dans le Kaioshinkai, mais derrière tout cela, il y a une stratégie. Faire en sorte que Gas se détourne de la boule de Hakai pour faire en sorte que Goku en reprenne un maximum le contrôle et la dévie avant qu'elle ne le détruise lui-même et qu'elle ne détruise la ville Shugarienne juste derrière lui sur la planète Céréale. Ça c'est intelligent, mais également lorsque Vegeta fait front tout seul face à Gas et qu'il encaisse des coups, vous voyez directement là où on en arrive sur le propre de la technique de Vegeta, encaisser pour devenir encore plus fort. Il dira et répétera ici, c'était un fait déjà connu, qu'encaisser des coups est pour Vegeta une forme de carburant. Un carburant tellement puissant à sa technique d'ultra ego qu'il va pouvoir rétorquer et mettre le coup qui portera le mieux sur Gas. Le grand moment, la plus grosse action
qui touchera grâce de tout le chapitre 84, de ce duo Goku-Vegeta avec leur instinct et leur ego, sera attribué à Vegeta. C'est lui qui fera mouche ici. Il marquera le premier gros point de leur côté, et il le fera tout seul. Le chapitre se clôturera ici avec un Vegeta qui exprimera le fait qu'il devient de plus en plus fort. Il le devient en encaissant de plus en plus de coups, mais comme je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, il y a une limite à cela. La limite est que la résistance, la vitalité de Vegeta n'est pas infinie, malheureusement pour lui. Il y a un moment où il frôlera le fait de perdre ses esprits, comme c'était le cas face à Granola, où ses organes seront touchés, son rythme sanguin et son système nerveux sera extrêmement perturbé, et malgré toute sa puissance accumulée grâce à l'encaissement des coups, ne pourra plus rétorquer et sera obligé de s'effondrer. Donc Vegeta doit flirter avec cette sorte de frontière, de limite, d'équilibre en fait qu'il doit trouver entre l'encaissement des coups, sa puissance maximale donc, et la capacité de son corps à résister aux dommages qu'il reçoit. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais dit que pour moi, c'était le gros point d'évolution sur lequel Vegeta devait travailler. On a le thème de la fierté, etc. qui est remis en avant, et c'est quelque chose qu'on avait vu grâce à la fin du combat face à Granola, lorsqu'il baissait les bras et tout ça, et le chapitre actuel de 84 vient d'y répondre avec la fierté de Bardock. Je pense que d'ici le 85-86, ça va être inclus à la fois par Vegeta et par Goku, mais si on veut parler d'un aspect plus traditionnel, entraînement à l'ancienne, Vegeta doit vraiment faire quelque chose concernant cet encaissement de coups, sa résistance, peut-être même s'entretenir et s'entraîner avec Beerus. Beerus n'a pas cette caractéristique-là, n'a pas ce contre-coup-là en fait. Beerus peut développer sa puissance à un point extrêmement élevé, au point tel qu'on ne l'a jamais vu à fond, sans avoir besoin d'encaisser. Ou alors peut-être que ses adversaires étaient tellement faibles qu'ils n'avaient pas besoin d'encaisser face à eux. C'est aussi une possibilité. Mais bon, je pense que le maître en la matière, Beerus, devrait avoir quelques réponses à lui apporter. Surtout que du côté de Goku, pour le moment, on n'a pas réellement ce type de contre-coup-là. Bien sûr, on a la limitation dans le temps. Goku n'arrive pas à utiliser son ultra instinct pleinement trop longtemps, et même si ça l'éprouve et ça le fatigue beaucoup, il n'est pas obligé de se faire massacrer tout à l'intérieur de son corps et tous ses organes. Donc il y a quand même une belle différence entre Vegeta et Goku, il faudrait que Vegeta trouve de quoi régler cela. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, il doit faire ça à l'ancienne. À l'ancienne, c'est un mot bien fort, étant donné que son ultra ego est fraîchement acquis, mais il va devoir jouer et jongler avec ces variables-là, et faire en sorte d'arriver à faire plier Gas avant que lui-même ne plie face à lui. Mais très cher devin, on en arrive au terme de ce chapitre-là. Comme je vous l'ai dit, le prochain est attendu, le 85, pour le 20 juin 2022 à 17h. On verra bien s'il y a des changements, comptez sur moi pour vous prévenir de quoi que ce soit. Je ferai tout le mois prochain, comme je l'ai fait ce mois-ci, pour vous partager les visuels, les informations issues du chapitre de la manière la plus inédite qui soit, avec le meilleur timing possible. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour le mot de passe du mois, qui dit review DBS, review donc du mois, dit également mot de passe de fin de vidéo, pour ceux qui sont restés à la fin d'une vidéo si longue, pour que je le vois, que je le sache, et quand je passe dessus, je peux vous mettre un petit cœur avec le sourire. Je vais mettre un mot de passe qui va faire plaisir à toutes les personnes qui viennent du sud. On va mettre Vegeta le Mariole. Je sais pas si vous connaissez tous l'expression, c'est dans le sud de la France qu'on dit ça souvent, mais en tout cas je suis pas passé à côté de cette case-là. Il venait tout juste de se transformer, on a un Goku qui est tout calme, qui est prêt à faire face à Gas, et ta Vegeta il est presque en train de danser face à lui pour se moquer de lui. Il a les bras écartés et tout, à la fin du chapitre il fait encore le beau face à lui alors qu'il s'est pris une rouée de coups. Ça risque de sentir le roussi pour lui dans les prochains chapitres si Vegeta est fidèle à sa tradition, mais pour le moment, Vegeta fait le mariole, donc n'hésitez pas à mettre ça en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous sans exception, vous répondre un maximum qu'il m'est possible. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, que cela soit en ultra instinct ou en ultra ego. En tout cas, faites en sorte que ça soit le pouce bleu le plus puissant de l'univers. En parlant du plus puissant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se parle d'un possible potentiel Gogeta ou Végétaux en mode ultra. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne, donc je ne sais pas si c'est nécessaire d'en reparler ici, mais peut-être que ça collerait un petit peu plus au contexte. En tout cas, du fond du cœur, merci pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.